Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue, vous êtes sur CCTV, merci de votre fidélité, votre attachement à nos antennes, les rendez-vous du week-end. Bienvenue à ce nouveau numéro, dans cette exclusivité. Ce soir, nous parlerons de l'actualité tout au long de la semaine. Elle a été politique, et tout comme elle a été économique, mais aussi éducative. Et pour en parler ce soir, nous recevons pour vous en exclusivité le professeur Isidore Ndaiwel. Il est membre du CLC, Comité laïque de coordination. Je rappelle, il est professeur d'université, il est historien. Professeur, bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Très content d'être reçu sur ce plateau de kiosque et sur ce plateau de rendez-vous du week-end. Oui, de même pour moi. C'est la première fois et j'apprécie. Très bien, merci à vous. Allez, on va commencer par l'actualité, cher professeur. Aujourd'hui, vous l'avez suivi hier samedi, sa sainteté, les papes, a créé plus de 13 cardinaux à travers le monde, dont le nôtre de Kinshasa, Fridolin Ambongo Bessungu. Vous avez un mot à placer par rapport à cela? Absolument. Hier, c'était vraiment une grande journée. Une journée de joie, mais également une journée de reconnaissance. Reconnaissance par le Saint-Père de tout le travail évangélique que mène l'Église particulière du Congo, les évêques, les religieux, mais également les laïcs. Personnellement, dès le matin, j'ai envoyé le mot de félicitations du CLC à notre archevêque et j'étais très heureux d'avoir tout de suite une réponse pour dire que vraiment nous étions en communion de prière pour cet événement. Très bien. Alors vous pensez qu'Ambongo devrait s'inscrire comme cardinal dans la logique de son prédécesseur Laurent Mosengo, ou bien vous pensez qu'il fallait peut-être changer le fusil d'épaule? Bien, il ne m'appartient pas de répondre à cette question, mais je pense que nous allons certainement vivre une continuité, c'est-à-dire que nous vivons un changement dans la continuité du message évangélique du Congo, la Cinco, et auparavant ça ne s'appelait pas la Cinco, même au temps du Zaïre. Les évêques de notre pays ont toujours été partie prenante de la situation sociale de l'état de la population, et lorsque on regarde, on porte un regard sur les différents messages de nos évêques, eh bien c'est vraiment encourageant. C'est là où on accuse peut-être l'Église catholique d'être un peu politisée, d'être contre le pouvoir. Mais quel est, vous personnellement, en tant qu'historien, en tant que proche de l'Église, j'aimerais que vous puissiez vous départir de votre casquette de proche de l'Église, quelle est votre lecture de l'action de l'Église vis-à-vis de la société, l'Église catholique en particulier? Bon, je pense que l'Église catholique, c'est une question qui revient fréquemment. L'Église catholique a toujours joué, à mon avis, le rôle qui est le sien, d'être près de la population. J'aimerais dire que c'est depuis toujours, ou presque depuis longtemps. Vous savez que même pour l'accession à l'indépendance, l'apport de l'Église a été essentiel. Déterminant. Donc, le premier discours indépendantiste des Congolais, c'est le manifeste le manifeste Conscience africaine. C'était un groupe de laïcs catholiques avec leur aumônier, l'abbé Maloula, qui avait pris cette initiative. Et lorsque nous avons connu dans la suite des problèmes, même avec le début de la dictature, c'est dans l'Église qu'est né le premier discours de contestation avec le cardinal Maloula, avec les étudiants. Mais les étudiants de quoi? De l'université Lovanium. Donc je pense que nous avons toujours eu ça. Et je crois que la situation que nous avons connue vers les années 2006 était tellement grave, intolérable, que l'Église se devait de jouer le rôle qui est le sien. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que l'engagement de l'Église ne porte pas spécialement et toujours vis-à-vis des politiques congolais, mais aussi d'autres politiques. Rappelez-vous la tournée que les évêques
ont réalisé dans le monde à propos de diamants, n'est-ce pas? Il y a eu même un synode sur la forêt de l'Amazonie. Hein. Voilà. Et donc récemment, je pense qu'il y a eu même des voix fortes des évêques pour rappeler ce qui se passait au Katanga en ce qui concerne justement ce qui se passait au niveau de la forêt. Donc il y a eu énormément d'actions dans ce sens. Donc les évêques ont été jusqu'aux Nations Unies pour porter la voix du peuple congolais, pour insister, pour faire prévaloir les intérêts de la société. Donc on ne peut pas, à mon avis, leur jeter la pierre, parce qu'ils s'occupent trop des Congolais. Au contraire, c'est leur rôle. Merci beaucoup. Pas être au milieu du village ou bien être au coin du village, c'est long. Hein? Vous savez, les formules lapidaires, l'église est au milieu du village, mais quand même plus proche de la case du pauvre que de la case du plus riche du village. Merci beaucoup, professeur Isidore Ndawel. Alors, dernière question sur cet aspect, parce qu'on va prendre les CLC tout à l'heure. Quel sens vous donnez à la présence personnelle du président de la République, Félix Tshisekedi? Au-delà de Félix Tshisekedi, il y a presque tous les opposants qui sont là. Je commence par Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. Quelle lecture faites-vous de toutes ces différentes personnalités autour de Monseigneur Ambongo, le cardinal? Mais je pense que c'est un signal fort. Et je suis heureux que vous puissiez relever ça. C'est un signal fort qui démontre d'abord qu'au-delà de tous nos petits problèmes internes, politiques, il y a la reconnaissance de l'ensemble des leaders du Congo. Il y a quelque chose qui nous met d'accord. Qui nous met d'accord. Et ce que nous recherchons, quoi? C'est ce que nous avons énoncé sur le terme de changement. Nous voulons que nous vivions mieux dans notre pays, parce que depuis 59 ans, vraiment, nous traînons les pieds et la misère que vit notre population est une misère intolérable. Et donc, l'action de l'Église est réelle, elle est forte, elle n'est pas que politique, elle est également sociale, éducative, culturelle. Je pense qu'autour de l'Église, donc, ce signal démontre que oui, voilà, nous sommes prêts à travailler ensemble. Je voudrais aussi espérer qu'à cette occasion, qu'il puisse y avoir un dialogue entre ces différentes personnalités pour pouvoir trouver, après les élections chaotiques que nous avons connues, une manière de vivre ensemble pour faire en sorte que la société, sous la présidence de Félix Tshisekedi, puisse réellement aller de l'avant. Très bien, merci beaucoup. Vous saluez tout à l'heure cette unité autour de Ambongo, mais c'est tout ce qu'on attend de l'Église. L'Église devrait être là pour réunir les fils, les filles du Congo, mais n'est pas cette Église-là avec les CLC qui prend fait et cause pour les uns en défaveur des autres. Non, l'Église n'est pas fait et cause pour les uns contre les autres, non. L'Église, le CLC, prend fait et cause pour la population. Si donc on pense être partie prenante du bien-être de la population, du bien-être commun, de la construction de notre pays, il n'y a absolument aucune raison qu'on soit contre cette action. Mais si on est contre cette action, c'est probablement parce qu'on a d'autres agendas, on a d'autres projets, on a des activités lucratives. On voudrait plutôt ramener vers soi l'intérêt commun. Le problème de l'Église, c'est l'intérêt commun. Ceux qui veulent l'intérêt commun, même si tout de suite ils ne reconnaissent pas cette action, finalement, à un moment donné, ils y adhèrent. Très bon. Voilà, c'est ça qu'il faut parlons dire. de la personne d'Ambongo pour terminer. Il répond aux critères. Ambongo, vous avez été avec lui pendant des manifestations. Il semble qu'à l'époque de Mobutu, il avait voté contre le pouvoir de Mobutu vers les années 90-93. Ambongo a été peut-être l'homme clé avec ces négociations de Saint-Sylvestre. Voilà, nous avons un nouveau prince de l'Église, le 4e. Je ne peux que constater que c'est une personnalité forte, c'est une personnalité crédible, c'est une personnalité qui est vraiment congolaise, c'est-à-dire qui représente
ce que nous voulons être réellement. Je pense que nous lui souhaitons toutes les chances, puisqu'il est un des cardinaux les plus jeunes. Pourquoi pas, peut-être que nous pouvons espérer que cette carrière n'est pas terminée et que probablement un jour le premier pape noir pourrait être un pape congolais, pourquoi pas. Merci Donc beaucoup. nous sommes là dans une perspective tout à fait encourageante. Merci beaucoup, professeur Isidore Ndawel. Allez, on prend la deuxième partie de ce rendez-vous du week-end. Vous allez peut-être placer un mot sur la gratuité de l'enseignement avec cette grogne ou cette sorte de malaise dans des écoles purement catholiques. Certaines écoles, hein, pas toutes. Mais j'en viens maintenant à ce que le CLC a mené comme combat, ce que le CLC a mené comme action de 2017 à 2018, à la fin du mandat du président sortant, Joseph Kabila. Si vous avez été demandé, monsieur le professeur, de faire un petit bilan de 3-4 minutes, ça sera difficile, mais quelles leçons vous tirez de vos différentes activités et différents combats menés pendant 2017 et 2018? Bon, d'abord, pour ce qui concerne la gratuité de l'enseignement, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne mesure que nous saluons tous, mais une mesure qui demande d'être accompagnée. Combattu par certains enseignants proches des écoles. Écoutez, nous sommes dans une période de mise en train d'une décision. Il y a certainement des problèmes, des litiges à régler, mais je pense que globalement, aucune personne digne de ce nom ne peut être contre. C'est une infime partie. Hein, mais oui, absolument. Le CLC n'a pas pu payer là-dessus. Non, non, non. Écoutez, le CLC ne s'occupe pas de tout. Quand ça va bien, le CLC ne dit rien. Mais quand il y a un problème, effectivement, le CLC... la logique voudrait aussi à ce que quand ça va, vous saluez. Mais bien sûr, nous saluons. Et ce que vous dites est très intéressant parce que nous sommes en train de trouver une manière d'intervenir pour encourager des initiatives patriotiques. Mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous en parlerons une autre fois. Alors justement, avant d'en venir à la question, dites-moi un peu, professeur, vous devenez quoi? À l'époque, je me rappelle, j'étais encore jeune, 92, avec les CALCC, la mobilisation ici à Kinshasa, il faut demander la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et les CALCC avaient peut-être une mission spontanée ou spécifique, mais comment vous mettez les CALCC en CLC? Est-ce que vous avez des missions, objectifs ponctuels, ou bien vous restez comme une association pérenne? Bon, c'est beaucoup de choses à dire. Bon, disons que le CALCC est distinct du CLC. Le CALCC, c'est une structure d'église. C'est une structure qui est liée, le conseil, n'est-ce pas, de l'apostolat des laïcs, est lié à la SENCO. Tandis que le comité laïque de coordination, c'est un organe indépendant en quelque sorte, mais qui travaille avec l'Église et qui reste dans la logique des directives pastorales de l'Église. Donc, le CLC n'attend pas des injonctions. Voilà, les évêques nous ont dit de faire ceci ou cela. Non, c'est le CLC qui prend ces initiatives. D'ailleurs, à ce sujet, je dois dire que lorsque le CLC, en 2017, a commencé cette action, on a dit voilà, c'est ça la troisième voie, le plan B dont parlaient les évêques. Mais point du tout, le CLC n'a rien à voir avec le plan B. C'était une initiative d'un groupe de laïcs qui a estimé bon que la situation, que la société était bloquée. Que la société était bloquée exactement comme en 1992, lorsqu'il y a eu conférence nationale qui a suscité un espoir extraordinaire. Et voilà que le pouvoir en place, notamment à l'époque, le Premier ministre Nguz Kalibon a pris la décision d'arrêter la conférence nationale. Tous les efforts menés à ce moment-là pour qu'on revienne à cette décision ne marchaient pas. Alors, un groupe de laïcs se trouvant à la conférence nationale a pris la responsabilité, justement, historique d'organiser la marche du 16 février. Et il y a eu une trentaine de morts, 30 à 40 morts.
Mais la conférence nationale, grâce à cette action, a pu continuer. Elle a été réouverte. Ok. Maintenant, ça se passe comment au CLC? Vous ne dites pas si vous êtes une structure pérenne, vous avez des objectifs ponctuels ou vous avez des objectifs, je ne sais pas moi, pluriels. Et finalement, ça se passe comment? Parce qu'on dit les CLC, c'est toujours Ndaiwel. Comment? Moi, je suis laïque. Je ne vous ai pas donné mandat pour parler en mon nom. Ça s'est fait comment? On doit quand même vous donner mandat, on doit quand même vous élire et pendant une période. Bon. Vous réclamez l'alternance au pays, mais vous-même, au sein du CLC, on ne connaît pas votre mandat, qui vous a donné les mandats et pour exercer pendant combien de temps? D'accord. Je réponds à la dernière question parce qu'il y en a tellement. Je voulais dire que le CLC est né comme une activité, je dirais, ponctuelle, en 92. Et puis, en 2017. Mais depuis lors, le CLC s'est commué en une structure pérenne, comme vous le dites très bien, reconnue d'ailleurs par l'État, n'est-ce pas, et qui s'est fixé comme objectif de faire de la surveillance citoyenne des biens et services de l'État. Et donc, il y a un comité, et en plus de ce comité, il y a des réseaux de nos points focaux, dans les différents diocèses, dans les différentes paroisses. Voilà, paroisses. Nous avons ici 147 paroisses dans la ville de Kinshasa, 15 doyennés, et donc il y a une représentation à ce niveau. Donc depuis lors, nous sommes effectivement une association pérenne. Okay. Nous ne prétendons pas réunir tous les catholiques. C'est pour ça d'ailleurs, de tous les laïcs catholiques, c'est pour ça qu'il y a des voix discordantes. Et c'est tout à fait normal. Ça ne vous fragilise pas? Absolument pas. L'Église est plurielle. Mais je pense que la plupart des catholiques se reconnaissent et se retrouvent dans les initiatives que nous prenons. Merci, professeur. Je vous ai posé une question, ça fait 3 minutes. Je sais pas si nous allons revenir sur ça. Oui, laquelle? Les petits bilans. 2007-2018, ben justement, j'étais en train d'y répondre en vous disant que nous avons voulu répondre à l'appel des évêques qui, d'ailleurs, dans une lettre célèbre, avait dit « Le pays va mal, très mal ». Nous demandons maintenant à la population elle-même de se prendre en charge. C'est alors et alors seulement. De manière pacifique. Pacifique, voilà. Toujours pacifique. Nous avons pris l'initiative et nous avons commencé un peu comme maintenant en disant « Écoutez, jusqu'au 31 décembre 2017, nous fonctionnons sur les accords de la Saint-Sylvestre. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? On commençait déjà à dire, ah oui, le président Kabila avait reçu un nouveau mandat d'1 an. Après, voilà, c'est le désordre. Nous avons demandé, dit, avant la fin de ce mandat, que le pouvoir puisse prendre un certain nombre de mesures. Ces mesures n'ayant pas été prises, alors nous avons commencé les actions. Nous avons commencé au 31 décembre, et nous l'avons fait à nouveau le 21 janvier. Les jours de mon mariage, d'ailleurs, vous avez perturbé mon mariage. C'est vrai. Ah, oui. Toutes mes excuses. C'est le jour où Deschad est morte, c'était à la sortie de la messe de mon mariage. Ah, d'accord. Voilà. Mais je pense que nous n'avons pas à rougir du résultat. D'abord, notre population a été formidable. Une population qui a été aux élections, qui a reçu le message, toute la formation à la non-violence, toute la formation faite d'ailleurs dans les commissions de justice et paix de l'Église ont bien fonctionné. Toutes les actions menées par l'Église du Christ au Zaïre ont porté. Les gens ont été aux élections, malgré la pluie, malgré tout ce qui a été fait pour les en empêcher, pour faire en sorte que ce jour-là soit une journée de violence. Les gens n'ont pas voulu répondre à cela. Alors, professeur, oui, en termes des secrets de vos réussites, parce que je ne sais pas si vous parlez en termes de réussites, à chaque appel, il y avait des gens, il y avait des fidèles. À un moment même, vous avez eu des petits problèmes avec l'IDPS qui a parlé des 50-50, 50-50. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire la vérité, quels ont été les secrets de vos différentes réussites? Parce qu'à un moment, vous avez été dans la clandestinité. Oui, ben écoutez, notre réussite est liée simplement à ceci. Nous faisons appel aux hommes, aux chrétiens, aux croyants et aux hommes de bonne volonté. Nous demandons si ces personnes et personnalités font partie des partis politiques qui nous rejoignent, mais sous le label d'hommes de bonne volonté, de chrétiens, point à la ligne. Pas
d'indications politiques, pas de pancartes politiques, rien de tout cela. Voilà. Ce n'était que cela. Alors, si là-dedans, l'UDPS ait pensé qu'il était beaucoup mieux de pouvoir imaginer que dans cette foule, il y avait 50%, bon, je leur laisse la responsabilité de cette déclaration. Est-ce que vous avez pris... Mais il y avait une grande foule, vous avez vous-même vu Maman Bazaïba, Vital Kamere, Sanga et les autres. C'est Sanga, tout le monde. Mais ils ne venaient pas avec leur indication. Alors, est-ce que vous avez pris les relais, vous avez saisi la balle au bon par rapport à l'appel des évêques, ou bien à un certain moment, vous avez constaté que l'opposition avait du mal à mobiliser et qu'il fallait venir à la rescousse de cette opposition qui a été plusieurs fois, excusez-moi, débauchée et que les peuples n'avaient plus confiance en elle? Non, nous n'avons fait de jugement de valeur sur personne. Mais nous sommes au sein du PPRD et Ali à l'époque, les gens ont dit que vous veniez à la rescousse de l'opposition qui était en perte de vitesse. Oui, mais ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est que nous vous disons, nous avons pris notre option parce que la société était bloquée. Il n'y avait pas d'autre solution, puisque les accords de la Saint-Sylvestre n'avaient pas été appliqués de manière correcte, c'était de manière biaisée. Rappelez-vous, on avait souhaité qu'il y ait un gouvernement d'union nationale, ce n'était pas fait. Voilà, il y avait des tas de choses. Mais nous nous en étions tenus simplement au fait qu'il fallait qu'il y ait la décrispation politique. C'était la seule chose qui nous concernait. C'est-à-dire qu'on permette à l'opposition politique de pouvoir s'exprimer, d'organiser ses manifestations, de circuler, d'entrer, de revenir dans le pays pour ceux qui étaient en exil. C'était ça. Il fallait débloquer cette situation. Mais il fallait aussi faire en sorte que la CENI fasse l'effort d'être une commission indépendante, ce qu'elle n'a jamais été jusqu'au bout. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être la réussite de vos activités est due, par exemple, du fait que les gens en avaient marre d'un pouvoir déjà décadent et que tout le monde voudrait que Kabila parte et vous avez juste sauté sur cet aspect des choses pour mobiliser? Que le Kabila parte, ce n'était pas si simple que cela. Parce que je voudrais bien rappeler que contrairement au discours ambiant, les élections que nous avons connues n'ont pas été apaisées. Ce n'était pas apaisé, ça a été la suite d'une succession de violences, la suite d'une succession de sacrifices, y compris des sacrifices humains. Justement, parlons des sacrifices humains. Et donc il y a eu beaucoup de sacrifices. Et si finalement cette journée s'est passé dans le calme, je vous ai dit d'abord, c'est parce qu'il y a eu tous les sacrifices en amont. 1. 2, c'est parce que le jour même, la population n'a pas voulu répondre au piège qui lui était tendu de prendre le chemin de la violence. Parce qu'à certains endroits, le bureau ouvrait à des heures indues. À certains endroits, la machine était déjà remplie, il n'y avait plus de... Donc, selon vous, c'était fait pour décourager un peu les gens, pour décourager, les inciter à la éventuellement faire de la violence, alors on pouvait plus facilement vous neutraliser tous. Donc, voilà pourquoi il faut rectifier les choses, me semble-t-il, que les élections n'ont pas été apaisées comme on le pense et comme on le dit. Est-ce que vous êtes fiers, résultat au CLC, en dormant, Ndaïwel peut se dire, voilà, non, ce n'est on a quand même fait quelque chose, Kabila est parti, c'était les mâles congolais, et que maintenant, c'est notre poulain, Félix, qui est là, et qu'il y a eu quand même semblant d'alternance. Vous êtes à l'aise? Non, je voudrais d'abord dire que ce n'est pas une action de Ndaïwel, ce n'est pas une action du CLC, c'est une action de la population. Vous ne le dites pas en modestie? Non, c'est une action de la population, parce qu'il n'y a pas que le CLC a beaucoup de partenaires. Peut-être a été à l'avant-garde. Je voudrais bien rendre hommage à l'action de tous les mouvements citoyens, à des sociétés, des associations des droits de l'homme, à ACAJ et à tant d'autres. Il y a eu une conjonction d'actions qui ont fait qu'effectivement le régime décadent s'est trouvé coincé. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait laisser qu'on puisse aller aux élections. Vous avez, pendant ce temps, reçu aussi l'appui de la communauté internationale? Disons... Même l'appui moral? Oui, moral. En termes de conseils?
Non, conseil non, moral oui, c'est-à-dire que la communauté internationale a été à l'écoute de ce que nous disions, de ce que nous faisions. Je n'en veux pour preuve le fait que les médias internationaux ont rapporté ce que nous avons dit. Mais nous avons eu surtout le soutien de l'Église universelle parce que je dois vous dire qu'il y a eu des réactions des conférences épiscopales de plusieurs pays dans le monde, spécialement en Afrique, de Madagascar, de Dakar, de plusieurs pays, pour soutenir l'action. On n'aura peut-être pas tout le temps pour revenir sur ça. Est-ce qu'à un moment de ce combat, vous êtes dû personnellement, peut-être pas vous, le professeur Thierry Landau, Jonas Tchombela, parmi vous, quelqu'un s'est dit peut-être en danger face à un pouvoir qui avait peut-être la gâchette facile. Vous avez eu peur pour votre vie quand vous êtes mis un peu en clandestinité? Mais bien sûr que nous avons eu peur. Pourquoi ne pas le dire? Nous avons eu très peur. Quand nous avons commencé notre action, nous pensions que c'était quelque chose pour un week-end. Et puis voilà. Alors après, on a dit qu'on nous recherchait, on voulait nous arrêter, etc. Et puis, pour, je dirais, pérenniser notre action, les membres du CLC nous ont dit non, faites attention, nous préférons que vous puissiez vous mettre à l'écart parce que nous avons besoin que vous puissiez continuer. Mais la peur, bien sûr, nous sommes restés 13 mois en clandestinité. Vous savez, à mon âge, c'était pas simple. Mais nous l'avons fait parce que nous pensions que c'était extrêmement important. Et vous savez, dans la vie, chacun de nous doit être fidèle à son étoile, comme je dirais, comme les rois mages. J'ai suivi mon étoile qui voulait que je sois en clandestinité. Je l'ai fait, et nous sommes sortis, et grâce à Dieu, voilà où nous en sommes. Madame, Monsieur, vous regardez le rendez-vous du week-end en exclusivité, professeur Isidore Ndawel, historien, mais également membre du CLC, comité laïque de coordination. Nous amorçons la dernière partie de cette émission. C'est cet appel lancé le jeudi. Nous sommes dimanche, aujourd'hui 6 octobre 2019. Cet appel a manifesté le 19 octobre prochain. L'ultimatum a pris fin. Le CLC s'en va donc en guerre. Le CLC parle d'une croisade contre l'impunité et la corruption. On parle de détournement. Et les CLC touchent du doigt cette question des 15 millions de dollars des entreprises pétrolières, mais aussi cette prétendue corruption des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle. Justement, avant d'aborder cette question, professeur, on peut revenir sur d'abord l'ultimatum. Et vous pensez que l'ultimatum n'a pas été respecté et que les pouvoirs publics n'ont pas assez fait, à votre avis? Bien, moi je n'aime pas ce terme, mais laissez-moi vous rappeler que depuis janvier 2019, le CLC s'était tu. Nous avons repris parole au mois de juin, exactement le 14 juin, par un communiqué, parce que nous faisons une distinction entre communiqué et appel. Par un communiqué où nous disions que la Cour constitutionnelle, les juges constitutionnels ont commis des fautes tellement gravissimes, irréparables, vous avez irréparables, que la seule chose qui restait, c'est qu'ils présentent leur démission. Et nous n'étions pas les seuls, ni les premiers, mais nous avons repris ça. Je tiens d'ailleurs à rappeler que la première personne à avoir parlé très fort, c'était le professeur Mata. André de l'UDPS, député de l'UDPS, qui a utilisé des mots très forts de ces juges corrompus. Nous avons demandé qu'ils puissent démissionner. Nous avons écrit à chacun des juges. C'est ça ce que les gens doivent savoir. Ah bon? Nous avons écrit à chacun des juges pour leur demander de bien vouloir démissionner. Ils ne l'ont pas fait. Le 20 septembre, nous avons dit, écoutez, la situation étant celle-là, nous lançons maintenant, nous allons lancer dans 15 jours une croisade, sauf si les autorités, les pouvoirs publics nous donnent des garanties sur les deux dossiers brûlants, le problème des juges qui était déjà là en place, et deuxièmement, le problème
du grand scandale des 15 millions. Mais parlons des problèmes de juges. Nous, on pensait qu'après les élections, les CLC allaient s'auto-dissoudre. Vous vous réveillez encore avec cette question de corruption et de détournement. Mais le chef de l'État a reçu quand même les premiers d'entre eux, le juge Luamba. Et à la suite, il a reconnu qu'il y avait des problèmes d'erreurs matérielles. Et certains députés invalidés ont été réhabilités. Et d'autres pas. Nous sommes dans la situation où nous devons aider le chef de l'État. Et nous devons l'aider à aller le plus loin possible. Lui-même a dit très clairement qu'il voulait lutter contre l'impunité. Il voulait réhabiliter la justice. Et qu'il créait même, je crois, une agence spéciale chargée lutte contre la corruption. Et voilà. Mais donnez quand même le temps au président. Et aussitôt, 7 mois, 8 mois après, il faut lui donner le temps. Mais pourquoi? Et surtout qu'il a montré la bonne volonté, il a montré l'envie de pouvoir lutter contre la corruption. C'est pas si vite que de demander une manifestation. Laissez-moi vous dire. Allez-y, professeur. Que nous n'avons pas à aider le chef de l'État. Le chef de l'État et nous sommes dans la même logique de faire en sorte que nous ayons un État de droit. Nous devons apporter notre contribution. Nous n'allons pas dire, nous allons l'accompagner. Mais non, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas tout faire. C'est là le problème, là où probablement les gens ne nous comprennent pas très bien. Nous devons, chacun, là où nous sommes, apporter notre contribution pour que les choses changent. Et nous voulons le changement, aller vers l'état de droit. D'ailleurs, en la matière, ça ne nous gênerait pas si le chef de l'État disait qu'il prend la tête de la croisade contre l'impunité. Donc, vous voyez, nous sommes dans cette logique. Et donc, je reviens à ce que je vous disais. Le 20 septembre, nous avons dit, voilà, écoutez, qu'on agisse. Et nous avons écrit au Premier ministre pour être reçu sur ce dossier. Nous avons écrit au ministre de la Justice pour être reçu sur ce dossier. Nous n'avons pas pu l'être, nous n'avons pas reçu de réponse, ce n'est pas grave. Mais nous sommes arrivés à notre délai, nous sommes début du mois d'octobre, c'est ce que nous avons dit. Nous passons à l'autre étape. Nous commençons la croisade par une journée de protestation. Je dirais que c'est une activité minimale. Ah bon? Ah oui, le maximal est possible. Une activité minimale. Là, vous menacez ou bien vous êtes sérieux? Mais non, écoutez, mais nous voulons... Vous savez que nous avons une notion particulière du temps. Le temps est une richesse. Et il n'est juste souvent pas en notre faveur. Voilà, et qui ne revient pas. Nous avons passé beaucoup de temps, 59 ans. Nous avons passé les élections de 2006, nous l'avons eu en 2019. Nous voulons créer un état de droit. Nous avons des problèmes de corruption. Mais qu'est-ce que nous attendons pour commencer ces combats? Mais il y a des institutions habilitées pour traiter des questions de corruption, de détournement. Vous avez tout un parlement qui est là, qui contrôle, qui sanctionne positivement ou négativement. Vous avez la Cour des comptes qui est les parquets financiers. Vous avez les cours et tribunaux, des conseillers en matière de lutte contre la corruption. Mais c'est comme si vous voulez vous substituer à toutes ces structures. Non, substituer, ce n'est pas le mot. Chacun fait ce qu'il doit faire. Si vous estimez, vous, que toutes ces institutions fonctionnent correctement, il n'y a pas de problème. Mais nous nous permettons d'en douter. C'est pour ça que nous apportons notre contribution. Ce que nous faisons justement, c'est de permettre à notre système judiciaire de connaître sa réhabilitation. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire pression sur la justice? Vous voulez cette justice, comme on dit, par voie d'acclamation publique, l'acclameur public et pousser la justice à faire du n'importe quoi? Mais non. Moi, je vais vous dire que lorsque nous rencontrons les acteurs de notre système judiciaire, ils nous disent: professeur, vous avez raison. Ah bon? Nous vous soutenons. Oui. Pourquoi? C'est parce qu'ils reconnaissent eux-mêmes que le système est tellement pourri qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien changer. Ils disent, voilà, oui, nous espérons bien qu'il y ait un déclic, n'est-ce pas, pour qu'il y ait finalement
un sursaut national. Est-ce que vous dites c'est parce que vous avez... Je termine ma phrase. Allez-y. Pour qu'il y ait un sursaut national, pour que vraiment nous puissions mettre de côté tout ce qui relève de l'impunité. Alors, vous vous dites, fort du succès du combat pour obtenir l'alternance, nous gardons les caps, peut-être vous changez les fusils d'épaule pour ne plus revendiquer et obtenir les élections. Cette fois-ci, vous changez les caps pour lutter contre la corruption, des détournements. Mais qu'est-ce qui vous assure que le nouveau combat sera porté par les Congolais? Mais il y a un lien entre le premier et le deuxième combat. C'est le même. C'est le combat contre la corruption pour la justice. Les élections crédibles, c'était des élections justes. C'est le même combat. Alors vous dites, qui est-ce qui vous dit que voilà, vous serez suivi? Ben, ce n'est pas notre problème. Nous faisons notre devoir. Pour faire passer le message. Passer le message. Et j'aime autant vous dire, Serge, quand bien même nous serions 500 ou 100, nous allons faire la marche. Parce que nous devons marquer le coup. Démontrer que au Congo, le peuple congolais voudrait vivre mieux. Mais seulement nous sommes sûrs que nous serons bien sûr plus que 100, plus que 500. Mais quand bien même on serait 500, 100, nous allons marcher. Et c'est pour marquer le coup, pour montrer que nous voulons que chez nous les choses changent. Nous avons pris l'habitude, je vois ça dans les réseaux sociaux, de nous plaindre, et de faire des discours, toutes sortes de discours, ah oui, il faut changer de mentalité. Il faut... Ben, voilà, nous sommes dans une occasion concrète de changer la mentalité en commençant par nous-mêmes. Est-ce que quand vous parlez avec des Congolais, quand vous parlez avec des Kinois, c'est vrai que nous allons être là tous les 19 pour manifester. Est-ce que vous sentez que les Congolais est aujourd'hui aussi engagés à lutter contre la corruption parce qu'il y a des jeunes qui se disent ils ne se sentent peut-être pas concernés par cette question. Comment faire pour conscientiser celui-là afin qu'il s'approprie cette question de la corruption, cette question du détournement et de l'impunité? C'est une question de fond. C'est-à-dire que nous sommes tellement malheureux que nous en sommes arrivés à la solution d'accepter. Situation de fait. D'accepter notre situation. Mais non d'un chien, il faut rappeler que nous avons droit à la dignité. Nous sommes un peuple digne. Chacun de nous a droit à la vie. Et nous devons nous conscientiser à ce niveau. On ne doit pas juger des gens simples, etc., parce qu'ils sont là sur le boulevard, j'ouvre la vitre de ma voiture, je jette une monnaie. Non, ce sont des gens qui ont droit au respect et à la dignité, comme ceux qui sont dans la voiture. Et donc, nous devons rentrer, nous devons nous rééduquer, nous auto-éduquer. Et c'est là l'essentiel. Je pense que les gens doivent comprendre que 15 millions, c'est beaucoup d'argent. On peut réfectionner l'hôpital général, l'hôpital de Les chefs ont dit que ce n'était pas un détournement, c'était une rétrocommission. Bon, écoutez, mais il a dit aussi que c'est quelque chose qui se passe chez nous, mais que moi, je dois lutter contre. Parce qu'on ne dit pas la suite de sa phrase. Il a dit aussi, je vais lutter contre, c'est contre ça. Ailleurs, ce n'est pas admis, mais chez nous, ça se fait, mais je vais lutter contre ça. C'est ce qu'il a dit. Je crois, si j'ai bien entendu. Donc, nous devons lutter contre ça et ne cherchons pas, n'est-ce pas, à biaiser le problème, à mettre en cause la bonne volonté des uns et des autres. Le problème n'est pas là. Le problème est très clair. Nous devons lutter contre l'impunité. Mais vous parlez de juge, on va chuter. Vous connaissez les mécanismes pour obtenir le départ d'un juge. Si lui-même, ses convictions n'attestent pas qu'il démissionne, il reste là. Ne poussez pas les chefs de l'État à obtenir peut-être la révocation des juges. Ça passe par les mécanismes, les conseils supérieurs de la magistrature. Mais ils sont eux-mêmes membres, eux-mêmes présidents. Donc, vous demandez vraiment l'impossible et d'aider. Comment vous comptez maintenant faire pour conscientiser tous ces Congolais, tous ces Kinois? Parce que les vrais problèmes, les gens pensent que c'est la guerre peut-être du CLC contre les membres du cabinet du président de la République ou certains membres de l'ancien régime qui sont cités dans ces dossiers des 15 millions.
Bah, attendez, vous parlez des juges et des 15 millions. Oui. S'agissant des juges, oui, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au constat que la République a donné un pouvoir incroyable à des gens irresponsables. Parce que, en principe, on ne peut pas les démettre de leurs fonctions. Et donc, ils peuvent faire n'importe quoi. Mais remarquez que ce sont ces juges constitutionnels qui peuvent juger le chef de l'État. C'est eux qui peuvent juger le Premier ministre. C'est donc, il est important qu'à ce niveau, nous ayons des gens responsables. Donc l'architecture institutionnelle est qu'on leur a donné un grand pouvoir pour qu'ils soient libres. Mais je constate que la démission est possible. D'ailleurs, dans l'histoire brève de cette institution, il y a déjà eu 2 qui avaient démissionné pour des raisons les juges Sambo et Banyako. Voilà. Nous avons, ils proviennent de 3 institutions. 3 ont été désignés par le chef de l'État. 3 juges présidents ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 autres par le Parlement. Nous pensons que les instances qui ont choisi ces gens peuvent faire pression auprès des leurs pour dire, écoutez, vous, le trio qui représentait le Parlement, alors quelle nouvelle, vous avez gaffé. Est-ce que c'est normal que dans un pays, à peine il y a eu passation de pouvoir, entre guillemets, pacifique, 7 mois, 8 mois après, qu'on commence avec des manifestations, c'est pas que c'est une manière de dire aux investisseurs que dans ces pays-là, ça ne va pas. Ben, vous savez que si les investisseurs ne viennent pas chez nous, ce n'est pas parce qu'on fait les manifestations, parce qu'on fait les manifestations dans le monde entier. Mais c'est parce que les juges... Non, parce qu'il y a le pourcentage. Oui. Il y a le pourcentage. Et le pourcentage... Les rétrocommissions. Les rétrocommissions. Voilà. Et le pourcentage, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'investisseurs. Et c'est ça le problème de la corruption. Ah, donc vous luttez pour que les investisseurs en venant ne soient plus victimes de cette question des rétrocommissions. Si vous voulez, voilà un aspect de la question. Pour Ndayouel, nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais vous accorder 3 minutes pour vous adresser aux Quinois et Quinois qui vous suivent ce soir. Mais on n'a pas vu la signature de Léonie Kandolo, et pourtant vous avez milité ensemble, elle est à Kinshasa. Et je n'ai pas vu non plus dans ses communiqués la signature de Jonas Tchombela, et pourtant je ne sais pas s'il est à Kin. Aujourd'hui, ça donne l'image, il y a une discordance, et les gens disent, même si moi je n'adhère pas à ça, que le CLC veut maintenant devenir une structure d'une certaine province avec une connotation. Que répondez-vous à ça? Je pense qu'il se trompe parfaitement. C'est vrai que nous avons fait un bout de chemin ensemble avec Léonie Kandolo. Je voudrais d'ailleurs saluer ce travail que nous avons fait ensemble. Et donc, depuis février 2018 et non 2019, elle a adopté un profil bas. Mais comment elle ne s'est pas exprimée à l'époque, mais elle s'exprime aujourd'hui parce que vous avez rendu public un communiqué? Mais non, d'abord elle a parlé des communiqués au pluriel. Je ne pense pas, parce que là, je crois que il faut lui rendre justice. Je crois que quand elle a fait son communiqué, elle ne savait pas qu'il allait y avoir un appel du CLC quelques instants après. Je crois savoir qu'elle a fait son communiqué parce que dans les réseaux sociaux, on a fait circuler une photo où on la voyait. Alors elle voulait dire non, depuis lors, je ne suis pas dedans. Donc c'est tout à fait honnête et c'est correct. Voilà, on a mal compris. Bon, notre collègue Jonas Tchombela, il n'y a absolument aucun problème. Il a été indisponible, il n'a pas pu être avec nous. Vous avez coopté certains membres? Non. Mais Jonas, comme vous le savez, dirige 2 choses. Il a à la fois CLC et la nouvelle société civile qui est très lourde. Alors, souffrez qu'à certains moments, parce qu'il est occupé... Qu'il soit indisponible. Oui, qu'il soit indisponible. Alors, vous allez regarder cette caméra-là et vous allez vous adresser. Parce que les grands rendez-vous aujourd'hui, je n'aimerais pas que tous ces députés de Kinshasa invalidés, ils ont même constitué un collectif, puissent sauter sur votre occasion et mobiliser davantage pour que les gens viennent. Vous allez vous adresser aux Quinoises et aux Quinois pour ce rendez-vous du 19 octobre. Mais j'aurais bien voulu que vous puissiez nous dire si vous avez déjà saisi l'hôtel de ville ou bien il faut saisir l'hôtel de ville 48 heures avant et nous donner l'itinéraire de votre manifestation. Bon,
le CLC a programmé des marches le samedi 19 octobre. Nous invitons toute la population, pas seulement à Kinshasa d'ailleurs, mais dans les villes de l'arrière-pays, à organiser des marches ce jour-là, mais des marches telles que le CLC les organise, c'est-à-dire des marches pacifiques, voilà, où on ne s'en prend à personne, où à la limite on prie, on chante, on a des mandalala, des lindalala ou le chapelet, tout ça en main. Rien que cela. C'est juste pour marquer le coup, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on dit chez nous, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas. Voilà, juste pour marquer cela. Voilà ce à quoi nous invitons la population le 19 octobre. Voilà ce que je peux dire. Une chose est d'appeler à manifester, une autre est de recevoir l'aval du gouvernement. Mais bien sûr, nous informerons en temps opportun par les moyens autorisés l'autorité urbaine. Mais vous savez vous-même que d'après notre Constitution, il s'agit de donner l'information à l'autorité pour que la police soit déployée pour pouvoir protéger les manifestants au cas où il y aurait quelques écervelés dans les groupes qui voudraient probablement prostituer la manifestation pour qu'immédiatement on puisse les saisir. D'ailleurs, nous demandons toujours à nos membres, eux-mêmes, lorsqu'il y a quelqu'un qui trouble la manifestation, de pouvoir l'écarter. Parce que nous savons qu'il y a aussi des infiltrés. Vous-même, vous serez personnellement là. Mais bien sûr, Serge, j'espère que vous-même aussi. Je suis laïque. Vous êtes laïque. Ben nous, on se retrouvera ensemble à cette marche. Les gens pensaient qu'à votre âge, vous êtes fatigué. Il faut laisser un peu le combat à Moukébaï, à Daniel Safou, et les autres. Mais bon, mais moi j'ai un principe, je dis tant que mon peuple sera dans la souffrance, je serai assez jeune pour pouvoir m'en occuper. Professeur Isidore Ndaiwen, merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Vous allez rentrer chez vous. Vous avez passé un très bon moment avec nous, un très bon week-end. Nous les clôturons. Merci et bon vent au CLC, les comités laïcs de coordination. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir été les nôtres. Toute l'équipe technique sous la coordination d'Alain Kabongo, mais aussi les caméras Lèvres de Lula Kinyama. On va vous dire grand merci pour ce temps passé avec nous. On se retrouve les dimanches prochains, 20h registre. J'espère que Bruno Zinga sera des nôtres. Bonne fin de week-end et bon début de la semaine à tous et à chacun. Au revoir.